everyone! Bienvenue sur ma chaîne! À nouveau, I'm back with new content and with the smile and this face in general. Alors vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je reviens que maintenant? Cette introduction est trop agressive, donc je vais recommencer de manière plus chill. Non, je reviens avec un tout nouveau concept. J'espère que vous allez aimer. C'est très simple en fait. Mon nouveau concept, ça va être de parler d'histoire. Attention, attention, ça va pas être de l'histoire boring, ok? On est ici pour se divertir. On n'est pas ici pour s'endormir, ok? So keep up. Mon sujet, ça ne va pas être de l'histoire boring qu'on a pu avaler au lycée. I'm sorry. Ça va être des gossips historiques. Par contre, petite spécificité, c'est que moi je vais plutôt tendre vers du droit. Donc ça va être des gossips d'histoire du droit. You're gonna see, it's gonna be amazing. I hope you will like it. Laissez-moi vous présenter Jeanne d'Arc et plus précisément le procès de Jeanne d'Arc. Je vous jure, c'est intéressant. Oui, petite précision, je vais me maquiller en même temps. Donc voilà, ça vous donne quelque chose à regarder. Donc tout commence pendant la guerre de 100 ans. On est vers la fin de la guerre de 100 ans. Charles VII, c'est le roi qui va rencontrer Jeanne d'Arc, monte au pouvoir. Et malheureusement, le pauvre, il se retrouve avec une moitié de territoire. Donc en fait, il est roi, mais de la moitié du royaume de France. Pourquoi est-ce qu'il est roi de la moitié du royaume de France? Tout simplement parce que l'autre moitié est tombée dans les mains des Anglais. Donc les Anglais règnent sur une petite partie du royaume de France. Petite partie, hein, quand je dis petite partie, c'est Paris et tout le nord de la France. Donc petite partie, c'est relatif. À mon avis, les raisons de la division ne sont pas liées à notre sujet, donc je rentrerai pas dans le détail. Mais si vous voulez une vidéo là-dessus, tell me in the comments below. Je suis incapable de me concentrer sur ce que je fais en fait. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire comme maquillage aussi. On verra ce que ça va donner. Charles VII, il monte sur le trône. On lui dit « Bravo, tu es sur le trône, mais petit détail, t'es pas roi de toute la France. Tu dois partager ça avec Henri V, le roi d'Angleterre. » Mais n'ayez crainte, Charles VII, puisque petite Jeanne arrive dans votre histoire. Jeanne d'Arc, elle est née en 1412 à Domrémy. Si j'ai mal prononcé le nom de ce petit village, je m'excuse. C'est un petit village qui se trouve dans la région actuelle du Grand Est, dans le département des Vosges, très exactement. Donc petite Jeanne vient d'une famille de paysans. À l'âge de 13 ans, elle a des premières apparitions. D'après ses dires, elle aurait eu 2 apparitions. La première, c'était l'archange Saint-Michel. Deuxième, c'est 2 saintes qui lui sont apparues. Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Bien sûr, à ce moment-là, son entourage ne la croit pas. Elle a 13 ans, la gamine. Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient d'autres choses. Ils avaient des choses plus importantes à se préoccuper que des apparitions d'une gamine de 13 ans, mais bon. Healthy families, yeah. À 16 ans, elle entend des voix. À ce moment-là, il y a son oncle qui la croit et il décide de l'amener rencontrer un personnage qui s'appelle Capitaine de Baudricourt. Ce capitaine Baudricourt, il va la recevoir, mais il ne va pas la croire. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il ne la croit pas. À cette époque-là, c'est très courant d'avoir des personnes qui affirment avoir eu des apparitions divines, mais souvent, ces personnes sont mal intentionnées. Donc généralement, ça va être faux. Voilà pourquoi est-ce que le capitaine Baudricourt, il va pas la croire immédiatement. Finalement, il va la renvoyer chez elle. Mais la guerre de 100 ans prend un autre tour. Et là, les Anglais s'enfoncent encore plus loin dans les terres et ils se dirigent vers le village de Jeanne d'Arc qui est obligée de fuir avec sa famille. Elle va rencontrer une deuxième fois Capitaine Baudricourt. À ce moment-là,
il accepte de l'amener à Chinon pour rencontrer Charles VII. Petit aparté, j'ai décidé de ne pas respecter quoi que ce soit au niveau de l'ordre de mon make-up. Donc vous m'avez vu commencer avec mon fond de teint, ensuite enchaîner sur du concealer, maintenant je fais mes sourcils. Trust the process. Elle part donc sur la route pour rencontrer Charles VII. Sur la route, elle va être habillée comme un homme, parce que déjà c'est une femme, donc les routes pour les femmes c'est ultra dangereux. Mais aussi parce qu'elle veut commencer à se faire respecter par les hommes avec qui elle sera potentiellement amenée à travailler. Comment se passe la rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII? Le détail de ces rencontres est consigné dans les procès-verbaux du procès. Ce qu'on sait, c'est que le roi voulait questionner, vérifier son illumination divine. Comment? Tout simplement en se déguisant comme un de ses sujets. Il s'est caché dans la foule et il a mis, j'imagine, un de ses amis, en tout cas quelqu'un de pas très important sur le trône. Et immédiatement, lorsque Jeanne d'Arc rentre dans la salle d'audience, elle le retrouve dans la salle. Elle retrouve Charles VII dans la salle. Elle sait exactement qui c'est. Donc on peut dire que la cocotte a réussi la première épreuve. Il y aura une deuxième audience royale, au cours de laquelle Charles VII va envoyer Jeanne d'Arc à Poitiers, où elle va se faire interroger par différents théologiens. Ils vont se dire que on peut l'envoyer délivrer le royaume de France. L'entourage du roi est convaincu, le roi lui-même est convaincu. Jeanne d'Arc a bien été frappée par une illumination divine. Donc là, on décide de l'envoyer à Orléans pour délivrer la ville. Pourquoi Orléans? Voilà pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc est envoyée à Orléans. Il faut délivrer la ville de Orléans pour que le royaume de Bourges ne tombe pas entre les mains des Anglais. Jeanne d'Arc réussit, le royaume de Bourges est sauvé, c'est magnifique. Mais si c'était magnifique, il n'y aurait pas de procès. On ne serait pas ici sinon. Ce serait trop beau si ça s'arrêtait là. La joie est de courte durée. Downfall is here. Pourquoi est-ce que la joie est de courte durée? C'est très simple. Jeanne d'Arc n'est pas une adepte de la politique, et encore moins de la diplomatie. Son inspiration divine lui commandait de libérer le royaume de France de tous ses ennemis, les Anglais. Mais elle comprenait dans les ennemis les Bourguignons. Or, des gens à la cour du roi aimeraient se réconcilier avec les Bourguignons parce que ce sont aussi des Français après tout. Ce sont aussi des nobles. On peut tous se serrer main dans la main et courir dans les champs de coquelicots. Non, pourquoi les coquelicots? Mais voilà, vous voyez l'image. Donc c'est pas très bon pour Jeanne d'Arc parce qu'elle veut se débarrasser des Bourguignons, mais à la cour du roi, on veut faire la paix avec les Bourguignons. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va mettre en place un complot pour se débarrasser de Jeanne d'Arc parce que là, elle devient embêtante. Là, elle devient un peu chiante. Là, il faut lui dire de se calmer. Ah, la petite paysanne, elle nous a aidés pendant quelques temps, mais maintenant, elle commence à être un peu agaçante. Elle est capturée par les Bourguignons à Compiègne, par Lionel dit le bâtard de Vendôme, et ils finissent par la vendre aux Anglais. Yeah, that sucks. Et bien sûr, puisque sans nous avertir, nous étions arrivés à Ingrata Town, toute la cour ainsi que le roi n'ont rien fait pour essayer de délivrer Jeanne d'Arc. À la seconde où Jeanne d'Arc n'était plus utile, ils l'ont jetée sous les rails. Très sympa. On arrive dans le croustillant du croissant. On arrive dans la partie qui concerne le procès en lui-même. Attention, vous allez être choqués. On peut dire qu'il y a eu 3 procès. Le premier qui a conduit à un enfermement à vie. Le deuxième qui a conduit à une exécution à mort pour relapse. Et le troisième de 1456 qui est un procès de réhabilitation. Vous me direz, pourquoi est-ce que ce procès a autant marqué l'histoire?
On soupçonne le procès qui a conduit à la mort de Jeanne d'Arc d'avoir été impartial. D'abord parce qu'il a eu lieu en territoire anglais, et deuxième raison, qui est la plus évidente, parce qu'il y a eu un procès de réhabilitation. Donc on a considéré que le premier procès avait été mal fait, et qu'il fallait absolument réhabiliter la mémoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a eu un procès inquisitoire. Qu'est-ce que c'est l'inquisition? C'est à la fois une procédure, mais aussi une juridiction d'exception permanente. Son effet est de retirer le laïc de la justice séculière. Je suis en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte d'une énorme bourde. J'ai jamais défini ce que c'était un laïc. Je pense pas que ce soit des termes qu'on voit tout le temps, ou en tout cas, c'est pas mon but en fait de amener de la confusion. Donc en fait, le laïc, c'est la personne qui n'est pas dans l'église, qui n'occupe pas des fonctions ecclésiastiques. Et c'est ultra bizarre, on va dire, avec la procédure inquisitoire, qu'un laïc soit jugé par la juridiction ecclésiastique, parce que normalement, seuls les ecclésiastiques sont jugés par l'église. Donc il ne devrait même pas y avoir la question de choisir le tribunal devant lequel tu te fais juger. Tu n'es pas ecclésiastique, tu n'es pas jugé devant les juridictions de l'église. Et la procédure inquisitoire fait exception à ce privilège de juridiction. Voilà. Sorry guys. Et l'objectif de l'inquisition au Moyen-Âge, c'est de découvrir la vérité, mais aussi savoir si l'accusé pouvait retomber dans ses anciennes croyances. Alors que la justice ordinaire, c'est vraiment de réparer le dommage qui a été fait à un individu ou à la société. Là, on veut vraiment découvrir la vérité et savoir si la personne va retomber dans ses anciennes croyances. Donc ça va plus loin en fait. Je dirais, pourquoi avoir utilisé l'Inquisition alors que Jeanne d'Arc aurait pu être traitée comme une criminelle comme une autre? Vous m'aurez dit. Ou vous ne suivez plus à ce stade-là. On a choisi l'Inquisition pour Jeanne d'Arc parce que si on l'avait traitée comme une criminelle lambda, finalement, ça aurait été comme admettre qu'elle avait raison, ça aurait fait d'elle une martyre, et ça aurait regalvanisé les troupes. Alors qu'avec l'Inquisition, c'est comme si on remettait en doute ce qu'elle disait. C'est une manière de prouver que c'est une menteuse. Et dans ce cas-là, pas d'effet de martyr. Donc un énorme win-win pour les Anglais. 3 manières de débuter un procès d'inquisition. L'accusation, la dénonciation ou l'infamation. Et pour Jeanne d'Arc, ce qui a été choisi, ça a été l'infamation. L'infamation, ça concerne les personnes qui souffrent d'une mauvaise réputation. L'infamation est une voie de recours très pratique parce qu'elle permet de se passer de toute enquête, permet de vérifier que les informations données sont fondées. Mais ce qui est particulier avec le procès de Jeanne d'Arc, c'est qu'elles ont quand même eu lieu. Il y a quand même eu des enquêtes pour savoir si la mauvaise réputation de Jeanne d'Arc est bien fondée. Et vous verrez, tout au long de ce procès, de nombreuses précautions ont été prises, des précautions supplémentaires pour s'assurer que, vu de l'extérieur, ce procès n'était pas un procès politique, mais qu'il était bien fondé. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que les procès-verbaux des enquêtes menées, alors qu'elles n'étaient même pas obligatoires pour commencer, n'ont jamais été liées aux procès-verbaux du procès. That's weird. Au-delà de ce problème d'enquête qui n'ont pas été joints au procès verbal du procès, on a aussi un autre problème. Le problème de la formation de jugement. Il faut 2 juges, à savoir l'évêque du lieu du procès et l'inquisiteur qui aura été délégué par le pape. En face de l'accusé, on va avoir le promoteur. Le promoteur, en gros, c'est l'équivalent du ministère public. C'est celui qui va défendre les intérêts de la société. Et aussi, on a un greffier et des huissiers. Mais on a quelques problèmes par rapport à cette formation de jugement. Premier problème, l'évêque du lieu du procès est remplacé par l'évêque du lieu de capture. L'évêque du lieu de capture, c'est un personnage du nom de Pierre Cochon. Et
c'est une aubaine pour lui, puisque l'évêché de Rouen est vacant. Le promoteur, lui, déteste Jeanne d'Arc. Après, dans son rôle, il est quand même en face de l'accusé, il est en face de Jeanne d'Arc, donc il n'est pas censé l'aimer. Mais on peut quand même craindre une certaine partialité de sa part, en raison de son animosité envers Jeanne d'Arc. C'est potentiellement ce promoteur qui aurait fait disparaître, comme par magie, les procès-verbaux des enquêtes préliminaires. That's suspicious. That's weird. Dernier élément de cette formation de jugement très bancale, l'inquisiteur n'est pas là lorsque le procès débute. Il interviendra plus tard, mais il n'est pas là lorsque le procès s'ouvre. Et ça, par contre, c'est un énorme faux pas. Ça, c'est censé annuler le procès. Ok, maintenant on va parler du procès en lui-même, parce que, oh boy, oh boy, ça c'est que le début. Vous n'êtes pas encore prêt en fait de niveau de clownerie qu'il y aura dans le procès de 1456, vraiment. Vous êtes pas. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que le procès de 1456, il a retenu des chefs d'accusation, une énorme liste avec plein de chefs d'accusation, dont la plupart, quand on regarde dans les règles de l'Inquisition, sont certes limites, mais ça reste légal. Par contre, quant aux véritables entorses aux règles de l'Inquisition, là, le procès de 1456 a décidé d'être aveugle. Donc moi, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment que le procès a respecté ses règles. C'était certes limite, mais le procès a quand même respecté les règles. Mais il y avait quand même deux grosses entorses. Et je vais vous en parler. Bon, dans le procès en lui-même, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu quand même des techniques utilisées qui étaient limites, mais qui ont toujours été considérées comme légales. Moi, je vais vous parler de deux techniques qui ont été utilisées par les inquisiteurs dans le premier procès de Jeanne d'Arc, mais qui ont été retenues comme étant des chefs d'accusation suffisants pour ouvrir un procès de réhabilitation en 1456. Première question, c'est de savoir, est-ce que Jeanne d'Arc était autorisée à avoir un conseil, un avocat? En principe, non. Dans les procès d'inquisition, les accusés n'ont pas le droit à un conseil. En tout cas, le conseil qui leur est donné n'est pas censé défendre leurs droits, il est simplement là pour les pousser à avouer. Et surtout, dans le procès d'inquisition, si il est possible d'avoir un conseil, il y a des conditions à respecter, notamment le fait d'être un bon chrétien. Mais si tu es un bon chrétien, qu'est-ce que tu fais dans un procès d'inquisition? Dans tous les cas, sur la question du conseil, Jeanne d'Arc a refusé, même si le conseil lui a été proposé. C'est très bizarre qu'en 1456, dans le procès de réhabilitation, on retienne ça comme étant un chef d'accusation. Avant d'être torturée, Jeanne d'Arc a subi une batterie d'interrogatoires. Ces interrogatoires en tout genre, c'est ce qu'on appelle des cautèles. Il s'agit de toute technique de manipulation qui sont utilisées par les inquisiteurs afin de faire cracher la vérité des accusés. Donc ça peut être des fausses promesses, ça peut être des mensonges, de la menace. C'est vraiment des techniques qui sont légales. Et pourtant, dans le procès de 1456, on a reproché au juge d'en avoir eu recours. Par contre, la liste de 1456 ne fait pas mention de deux choses qui n'ont pas été observées dans le procès de 1430 et qui, eux, auraient pu annuler toute la procédure. Il s'agit d'une part de ne pas s'être assuré de la fiabilité des témoins. Deuxième élément, la manière dont la condamnation à mort a été prononcée dans le deuxième procès. Dans la procédure inquisitoire, les témoins jouent un rôle très important. Ils occupent une place très importante. Et en raison de l'importance de ce rôle, tout le monde ne peut pas être considéré comme un témoin fiable. Certaines conditions doivent être remplies par les témoins. Par exemple, ça ne peut pas être un criminel. Ça ne peut pas être un
hérétiques et surtout, ça ne pouvait pas être des parjures, des excommuniés. Toutes ces personnes avaient une fiabilité de 0, même négative. On ne pouvait pas compter sur eux pour qu'ils apportent un témoignage de qualité. Or, durant le procès de Jeanne d'Arc, tout le monde pouvait témoigner. Donc on s'en fout, hein. T'es un excommunié, un parjuré, un hérétique. Eh bien, on est bien. Non mais vous réalisez la folie dans laquelle est-ce qu'on se trouve? D'un coup, tout le monde peut témoigner. Voilà, d'un coup, tout le monde peut apporter son petit grain de sel, son petit grain de poivre. Ok, y a pas de souci. Because she's a woman, hein. Et aussi, la condamnation à mort. La condamnation à mort, elle a été délivrée n'importe comment. Là, on est dans le deuxième procès. Donc là, on s'est rendu compte que Jeanne d'Arc n'allait pas lâcher son morceau. Elle allait continuer à estimer être l'envoyée de Dieu. Et qu'elle avait relapse. Voilà, relapse, c'est-à-dire que tu retombes dans tes croyances. Donc, condamnation à mort, mais la condamnation à mort n'a pas été délivrée selon les règles. En fait, l'inquisiteur a directement envoyé Jeanne d'Arc au bûcher, ce qui est aberrant. En cas de condamnation à mort dans un procès inquisitorial, l'inquisiteur est censé symboliquement donner l'accusé au bras séculier qui va s'occuper de condamner à mort. Là, ce qui a été fait, c'est comme si l'inquisiteur avait pris la main de Jeanne d'Arc et l'avait littéralement mise au bûcher de lui-même. Et en fait, une condamnation à mort, il faut pas voir ça comme... Enfin, pour un inquisiteur, c'est horrible. Pour l'Inquisition, ils ont littéralement perdu un membre de leur communauté, de la communauté chrétienne. Donc Jeanne d'Arc est condamnée à mort. La condamnation est insusceptible de recours. Ça signifie que une fois que tu es condamné à mort, c'est fini. Sauf si en arrivant au bûcher, à la dernière seconde, tu abjures, donc ça veut dire que tu abandonnes toutes tes croyances, tu dis t'es désolé, je referai plus jamais, promis, c'est juré. Et là, tu as la possibilité de troquer ta condamnation à mort pour un enfermement à vie. Si non seulement tu abjures, mais en plus que tu donnes tes complices. Ah non, 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 pas abuser non plus. Faut donner quelque chose quand même. Bon, maintenant que Jeanne d'Arc a été envoyée au bûcher, elle n'avait pas de complice à détruire. Voilà, Jeanne d'Arc a été condamnée à mort. Et la guerre de 100 ans se termine, et on s'est dit, pourquoi pas réhabiliter Jeanne d'Arc ? Hein, on fait un petit procès, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que Charles VII a un petit peu de temps dans son agenda pour pouvoir réhabiliter Jeanne d'Arc? Je pense oui, ok, on y va, on y va. Attention, le procès n'avait pas pour réel objectif de réhabiliter Jeanne d'Arc. Ah non, on n'est pas aussi bisounours ici. Non, le procès avait plutôt intérêt à légitimer le roi. C'est très simple. En effet, le procès a eu lieu en territoire conquis anglais. Ça a été rendu par un juge qui avait des sympathies anglaises. Et là, on arrive à un moment où le roi, il a besoin de se réaffirmer en tant que unique justicier du royaume. Voilà, il a besoin de réaffirmer son rôle de justicier. Quoi de mieux que d'annuler un procès aussi controversial que celui de Jeanne d'Arc, qui a été jugée, condamnée en territoire anglais par des juges qui étaient sympathiques des Anglais. Magnifique. Et je l'avais peut-être mentionné auparavant, mais je vais ramener encore la question ici. Dans ces procès de réhabilitation, c'est que on a mis des chefs d'accusation bidons, mais vraiment bidons, pour justifier que les Anglais avaient vraiment fait de la merde. La liste n'était pas là pour vraiment vérifier la légalité du procès, parce que si on était parti sur ce terrain-là, on aurait trouvé justement la condamnation à mort qui a été faite comme de la... C'est pour ça qu'on se retrouve avec une liste de chefs d'accusation très longue. Tout n'est fait que pour allonger la liste. Donc lorsque c'était un peu bancal, un peu équivoque, un peu questionnable, on mettait dans la liste des chefs d'accusation. Par exemple, l'absence de conseil. Oui, Jeanne d'Arc n'a pas eu de conseil, mais on lui a quand même proposé. Et en principe, dans l'Inquisition, il n'est pas
Il n'y a pas de conseil pour les accusés. On n'est pas censé leur donner de conseils. Ça a même été consacré dans le concile de Valence en 1248. Donc bon, et aussi dans la bulle de pape Innocent III. Donc non seulement le pape l'a dit lui-même, on l'a dit dans un concile. Donc c'est une règle de principe. Bon là c'est totalement expérimental ce que je suis en train de vous dire, mais accrochez-vous. À mon avis, le chef d'accusation, absence de conseil, je pense qu'il a été glissé dans le tas pour dire implicitement, oui, le pape, il a dit qu'on ne pouvait pas faire comme ça. D'accord, ça a été dit par l'Église, mais moi je suis le roi. Je suis le roi et j'estime que Jeanne d'Arc aurait dû avoir un conseil. Et elle ne l'a pas eu. Donc là, non seulement il veut défaire le jugement qui a été rendu par les Anglais, mais en plus, il veut contredire la voix de l'Église. En tout cas, au-delà de toutes ces clowneries, on peut dire que c'est un procès qui a quand même été haut en couleur. Le résultat final, ma batterie est morte. Elle a pas tenu tout le temps de la péripétie, donc voilà. Pourquoi est-ce qu'il fait déjà nuit? Je voulais quand même réussir une conclusion, je voulais quand même en arriver à une conclusion dans cette petite vidéo qui est censée présenter le procès de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on peut en retenir au final? Ce qu'on peut retenir du procès de Jeanne d'Arc, c'est que c'est un procès hautement politique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce procès représente exactement la raison pour laquelle il n'est pas bon de mélanger le politique et la justice. Ici, on a voulu utiliser la procédure inquisitoire pour décrédibiliser Jeanne d'Arc, et de l'autre côté, on a quand même utilisé le procès de réhabilitation, mais pas parce qu'on s'est dit que le procès de Jeanne d'Arc avait mal été mené, ce qui était le cas malheureusement, mais parce qu'on avait besoin de confirmer le pouvoir de Charles VII. Et c'est pour ça que vraiment, encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut continuer à mélanger le politique et la justice. Ok, là ça devient légèrement trop sérieux, mais on va rester ici, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un concept un petit peu nouveau, donc ça va s'installer, se ramifier, se modifier. I'm gonna stop here. Et vous allez me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires juste en bas. Et je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine.